Est-ce que les saisons 2 et 3 de Squid Game étaient vraiment utiles? Salut à tous, bienvenue au dernier rang. Aujourd'hui on va donc parler de la troisième et dernière saison de Squid Game. Et avant de commencer, je vous le dis tout de suite, mais si vous n'avez pas vu les deux premières saisons de Squid Game, attention parce que je risque de spoiler sévère. Si vous n'avez pas vu la saison 3 de Squid Game, pour le coup il y aura une partie no spoil et une partie spoilers. Et avant de rentrer dans le détail de cette saison 3 et de donner mon avis, j'aimerais juste revenir sur ce qu'est Squid Game, ce qu'a apporté Squid Game dans l'histoire de la série, et revenir notamment sur les deux premières saisons de Squid Game avant de parler de la troisième. Alors je pense que tous ceux qui sont sur cette vidéo ont vu au moins la première saison de Squid Game, mais juste pour rappel, on suit l'histoire de Seong. Alors je vais massacrer les prénoms. Je suis désolé, je vais tous les massacrer. On suit l'histoire de Seong qui vit seul. C'est un homme qui est plutôt triste, qui est séparé de sa femme, avec qui il a eu une fille. Il a énormément de dettes à payer, jusqu'au jour où un homme mystérieux lui propose de jouer au Squid Game, dans lequel il y a un seul vainqueur qui remportera une très grosse somme d'argent, ce qui lui permettra donc de payer ses dettes. Et il va donc accepter, mais une fois dans le jeu, il va se rendre compte que les perdants ne sont pas juste éliminés, parce que l'idée de Squid Game, c'est de jouer à une suite de jeux pour enfants, et les perdants sont exécutés. Alors ça doit vous rappeler des films, des livres, ou même peut-être des séries d'ailleurs qu'on a eu par le passé, qui rappellent énormément ce genre de concept. Évidemment, le plus connu d'entre eux, c'est sûrement Hunger Games, mais on a aussi une œuvre qui d'ailleurs, je crois, est coréenne, qui s'appelle Battle Royale, que je vous conseille énormément. Mais bref, Squid Game, c'est aussi, et surtout d'ailleurs, une grosse critique de la société dans laquelle on vit. C'est notamment une critique du capitalisme, et aussi des inégalités sociales, vu que tous les joueurs, qui sont tous endettés, et qui souffrent dans la vie de tous les jours, et qui jouent du coup à Squid Game pour essayer de se refaire de l'argent et pouvoir sortir de leur situation misérable dans la vie, en jouant, en s'entretuant, ils vont être regardés par ce qu'on appelle des VIP. Donc des VIP, c'est en gros, c'est des hommes riches qui prennent plaisir à voir ces gens-là s'entretuer. Et ce qui est intéressant en plus, c'est que ces VIP vont porter des masques, ce qui va non seulement leur retirer toute forme d'identité, parce que c'est ça en fait le truc, c'est de leur retirer l'identité pour leur montrer qu'ils ne sont pas humains, qu'ils n'ont pas d'empathie, mais ça va aussi critiquer le voyeurisme. Regardez des gens s'entretuer, c'est un miroir de nous-mêmes qui sommes en train de regarder la série et qui sont en train de regarder, aussi prendre plaisir à regarder des joueurs qui sont en train de s'entretuer. Ce qui est une critique qui est faite dans plein de films, dans plein de séries. Hitchcock, par exemple, c'était le spécialiste pour évoquer ce genre de choses. Si vous regardez par exemple, je sais pas, Psychose, ça critique énormément le voyeurisme, mais il en a fait plein d'autres. Et ça peut critiquer aussi le voyeurisme sur une autre forme, parce qu'il l'évoque à un moment, mais c'est un peu ce qu'on a avec la télé-réalité. Quand les gens regardent la télé-réalité, ce qu'ils veulent, eux, c'est des embrouilles. Alors ils sont pas en train de s'entretuer dans la télé-réalité. Tu vas avoir aussi une espèce de dualité, et quelque chose d'assez intéressant que tu as entre la vie, donc la vie extérieure, et la vie dans le jeu, parce que tu as l'impression à un certain moment que le jeu est plus honnête. Je vais m'expliquer. Dans le jeu, tout le monde part à égalité. Il n'y a pas d'inégalité sociale à proprement parler dans le jeu, si tu retires les VIP. Par contre, il y en a à l'extérieur. À l'extérieur, c'est les riches qui vont bouffer les pauvres, sauf que dans le jeu, tout le monde est pareil. Et du coup, tu vas avoir plein de personnes qui vont se sentir mieux dans le jeu plutôt que dans la vie réelle. Alors pas tous, évidemment, parce que tu vas avoir deux catégories de personnes. Tu vas avoir les personnes qui veulent continuer à jouer, celles qui se sentent bien dans le jeu et de toute façon qui n'ont pas le choix, qui ont envie de récupérer la somme d'argent à la fin, et d'autres personnes qui par contre eux prennent peur et veulent partir du jeu. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la fin de chaque jeu, les participants vont procéder à un vote. Donc ils vont voter soit continuer le jeu, soit stopper le jeu. Et c'est la majorité qui le remporte. Donc t'as un vote démocratique qui se fait au sein du jeu. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est une sorte de fausse démocratie, parce que le truc, c'est que les personnages, pour la plupart, n'ont pas le choix de continuer le jeu. C'est soit ils acceptent de continuer à jouer et ils ont 95% de chances de mourir, voire plus, soit ils stoppent le jeu, ils rentrent chez eux, sauf que dans la vie réelle, ils sont condamnés. Et même quand les personnages sont décidés à arrêter de jouer, les maîtres du jeu, enfin le maître du jeu, va faire en sorte de les forcer indirectement du coup à continuer, en les manipulant. Alors tu vas évidemment aussi suivre des thématiques récurrentes qu'on retrouve aussi dans Hunger Games, Battle Royale, tout ça, mais évidemment la perte de l'humanisation, qui est d'ailleurs un thème beaucoup plus prononcé dans les saisons 2 ou 3, mais qui l'est aussi dans la première. Tu vas avoir des clans qui vont se créer, des groupes, des équipes qui vont se créer, et ils vont devoir se trahir pour avancer, parce que je vous rappelle qu'à la fin, il y a un vainqueur. Sauf que concrètement, à tout ce que t'as dans Hunger Games, où c'est juste une chasse à l'homme, dans Squid Game, le truc c'est que les jeux, ce sont des jeux pour enfants. Et c'est ça, le côté extrêmement creepy de la série, où tu vas mêler violence et l'innocence, vu que les jeux utilisés lors des Squid Game sont des jeux pour enfants, ce qui est le symbole de l'innocence. Et c'est horrible parce que même la voix, l'espèce de speaker là qui parle et qui annonce les règles, tout ça, je sais pas, c'est une voix enfantine et ça provoque une sensation bizarre en fait, une sensation inconfortable, c'est très inconfortable.
insupportable comme série. 다시 한번 말씀드립니다. 술래가 무궁화꽃이 피었습니다를 외치는 동안 전진할 수 있으며 Parce que oui, hein, c'est évidemment très difficile, il y a des exécutions qui sont très dures à regarder, il y a des moments qui sont extrêmement tristes. Dans la saison 1, l'épisode de la bille par exemple, est potentiellement l'épisode le plus triste que j'ai jamais vu de ma vie dans le domaine des séries. Je pense que c'est un épisode qui est extrêmement culte pour son côté dramatique. Et le truc qui est intéressant, c'est qu'à la fin, Seong gagne la partie, mais il est tellement détruit par rapport à ce qui s'est passé dans les jeux, qu'il va même pas réussir à profiter de l'argent qu'il a gagné. Et il est confronté à trouver l'île sur laquelle se trouve le jeu, pour pouvoir arrêter ceux qui ont créé le jeu Squid Game. Et justement, ça c'est la saison 2, et aussi la saison 3. Le truc c'est que, de base, il faut savoir que la première saison de Squid Game était censée être la seule. Normalement, c'était censé être une mini-série. Sauf que les studios, eux, ils ont pas voulu. Ils ont vu le succès. Du coup, ils se sont dit, on va faire une suite. Et de toute façon, à la toute fin de Squid Game, je vous rappelle que la toute dernière scène, c'est un cliffhanger qui te ramène directement à une suite. Et le truc, c'est que le créateur de la série ne voulait pas faire cette suite. Et du coup, là, il va être forcé à le faire. Et malheureusement, ça se voit qu'il a été forcé. Ça se voit qu'il a pas grand chose à raconter de plus en fait. Alors déjà, ce qu'il a décidé de faire, je sais pas si c'est lui ou si c'est le studio, mais la saison 2 et la saison 3, en fait c'est une seule et même saison. Chose que je déteste d'ailleurs. Je déteste quand ils font une saison qui est une sorte de partie 1 et la suite qui est une partie 2. Il y a plein de séries qui font ça. Là en tête, j'ai La Casa des Papel par exemple qui l'a faite, mais je déteste ce principe. Dans une série, c'est normal que toutes les saisons aient une dépendance. Sauf que dans chaque saison, normalement, t'es censé avoir un début et une fin, qui termine 90% des arcs qui ont été instaurés au début de la saison. Là non, là vous ne pouvez pas prendre la saison 2 à part entière, ce n'est pas possible. Et bref, l'histoire de la saison 2 de Squid Game, c'est Seong qui va essayer de retrouver l'île sur laquelle les jeux ont été organisés, et va le faire avec l'aide d'une petite équipe. Par exemple, il y a le frère du grand patron des Squid Game, et malheureusement Seong va être confronté à devoir refaire une édition de Squid Game. C'est ça aussi le symbole, c'est qu'on va avoir une confrontation entre Seong, qui lui a déjà gagné une fois et va du coup devoir en soi retenter sa chance pour pouvoir arrêter les jeux. Mais en fait le frontman, donc le frontman c'est le gérant en soi entre guillemets, le gérant des jeux, le maître des jeux, qui lui est un personnage important dans les saisons 2 et 3, vu que c'est un personnage qui lui aussi a gagné les Squid Game, donc il a gagné une édition de Squid Game, sauf que lui, à l'inverse de Seong qui veut arrêter les jeux, lui il a pas arrêté les jeux, il a rejoint l'organisation des jeux. Donc tu vas avoir une énorme dualité entre les deux personnages. Et c'est ça la grosse thématique de la saison 2 et 3. C'est comment est-ce que tu fais pour réagir à une oppression que tu as subie et du coup au pouvoir que tu peux obtenir. Est-ce que tu vas le rejeter ou est-ce que tu vas l'obtenir en sachant exactement ce que tu vas faire aux autres parce que toi-même tu l'as vécu. Et le problème c'est que à part ça, la saison 2, elle est beaucoup moins profonde que la première. Tout ce que je vous ai raconté sur la première saison, les thématiques du voyeurisme, de la lutte des classes, tout ça, au final, là, il n'y a pas grand-chose en plus. C'est souvent la critique que les gens ont fait, la saison 2 est moins inventive que la première saison, sauf que la première saison de Squid Game n'a pas inventé grand-chose. Parce que tout ce que je vous ai dit, je le redis, le voyeurisme, toutes les thématiques que je vous ai évoquées de la première saison, ce sont des thématiques que vous avez dans Hunger Games, par exemple. Squid Game, c'est beaucoup inspiré de ce qu'on avait sur Hunger Games. Ça a inventé des choses, évidemment. Le vote, évidemment, je crois que c'est quelque chose qu'il n'y avait pas dans les Hunger Games, si je m'en souviens bien. Ça fait longtemps que je les ai pas vus, mais il me semble pas qu'il y avait des votes. Et aussi le fait de mixer cruauté et jeu pour enfants, c'est ça, au final, qui fait la principale réussite de Squid Game. C'est son côté extrêmement dérangeant, extrêmement creepy, extrêmement violent, qu'il est peut-être beaucoup plus qu'Hunger Games, mais ce qui marche par-dessus tout dans la saison 1, et ce qui marche aussi quand même dans la saison 2, c'est les personnages, c'est leur développement, et le fait que tu aies des personnages qui sont développés et qui ont des tensions entre eux, donc soit des tensions, soit des attachements, c'est qu'il y a des enjeux pendant les jeux. Donc oui, la saison 2 était moins bonne que la première saison, mais elle fait le café. Elle est divertissante, et moi j'ai passé un très bon moment devant la saison 2. Les jeux sont cool, en plus, parce que j'ai parlé du jeu de la bille dans la saison 1, mais dans la saison 2, il y a quand même le jeu avec le manège qui est absolument mais horrible. Et bref, à la fin de la saison 2, je vous souviens qu'il y a eu une mutinerie, du coup, donc Seong essaye de prendre le contrôle des jeux avec des personnes avec qui il s'est allié, sauf que ça se passe mal, il y a beaucoup d'alliés à lui qui meurent, et les jeux continue. Et c'est ça, la saison 3, qui est donc la suite directe de la saison 2. Alors le truc c'est que c'est comme dans la saison 2, c'est comme dans la première, il y a des personnages qui sont attachants, t'as pas envie qu'ils meurent, donc t'es très investi dans la série, ça y a pas de problème. Du coup le ton cruel, le ton dur aussi de la série fonctionne très bien. Il y a un épisode, c'est le deuxième épisode de la saison,
où il joue à un cache-cache qui en soi est un jeu assez, assez lambda. Tu vas avoir deux équipes, en gros tu vas avoir une équipe qui va se cacher et une autre équipe qui eux vont devoir tuer ceux qui se cachent. C'est assez classique, c'est une espèce de chasse à l'homme au final, mais en soi c'est pas le jeu qui est intéressant. Ce qui est intéressant, je le redis, c'est les enjeux, et vu que t'es attaché aux personnages qui ont bien été développés depuis la saison 2, et c'est un épisode qui est pratiquement égalable à ce qu'on avait dans la première saison lors de l'épisode de l'habit. J'adore le personnage de Yang, donc Yang c'est la grand-mère, je le répète, je vais écorcher les prénoms, je suis désolé, et le personnage de Patrick qui sont du coup une mère et son fils. Et tu vas avoir un personnage, et c'est là aussi où tu vas avoir une pression supplémentaire, Kim, le personnage de Kim qui elle est enceinte. Alors bon, le problème c'est que la première partie de la saison est bonne, mais le petit problème c'est que la deuxième est beaucoup moins bonne. Déjà je trouve que tout ce qui gravite autour des jeux, parce qu'il y a plusieurs histoires qui gravitent autour des jeux, il y a en soi 3 histoires. Tu vas avoir les jeux avec Seong et tout, qui est la partie la plus intéressante. Tu vas avoir aussi la partie avec le flic, donc le frère du frontman qui recherche du coup Lil, qui est une partie qui était déjà assez chiante dans la saison 2. Dans la saison 3, c'est la même chose. C'est tout aussi chiant et c'est tout aussi inutile. On en reparle en spoiler après. Et tu vas avoir aussi l'histoire avec la fille dont j'ai oublié le nom, qui elle n'est pas une joueuse mais est une personne qui a été engagée pour tuer les joueurs, donc pour les exécuter, qui est un personnage très tragique parce qu'elle a perdu sa fille, elle est triste et elle va aussi avoir un arc intéressant dans la 3e saison. Et je trouve aussi que le final est trop long. Le final c'est 2 épisodes et c'est beaucoup trop long. Déjà le dernier jeu je trouve qu'en termes d'innovation il est pas foufou, c'est pas le plus intéressant. Donc en soi quand tu regardes la première saison qui au final est assez cool sous plein d'aspects, c'est génial la première saison de Squid Game, mais le problème c'est que tu te dis ok t'as les saisons 2 et les saisons 3 qui forment une seule et même saison. D'ailleurs est-ce que ça aurait été pas mieux de foutre ces 2 saisons là dans une seule et même saison? T'aurais eu donc du coup peut-être 12 épisodes, un truc comme ça, mais tu t'aurais pu réduire ton nombre d'épisodes aussi en retirant des arcs. Par exemple, tu retires l'arc narratif sur les mecs qui recherchent l'île, ou tu la retires pas mais tu la réduis au moins. Parce que pour moi, c'est le truc de remplissage pour pouvoir essayer de remplir le quota de 6 épisodes d'1 heure, parce que ça ne sert à rien, et même à la fin, ça n'amène absolument à rien ce truc-là. Cette quête est inutile. Et le truc, c'est que dans une quête lambda, tes personnages sont censés évoluer. Sauf que les personnages qui recherchent l'île n'évoluent pas. Et du coup, tu te demandes vraiment à quoi ça sert. Mais bref, je me pose vraiment la question de... est-ce que ces 2 saisons étaient vraiment utiles ? Parce que je suis pas sûr, ça raconte pas assez de choses supplémentaires par rapport à ce qu'on avait écouté dans la première. Je pense que la première se suffisait à elle-même, et du coup au final c'est divertissant. J'ai passé un très bon moment devant la saison 3, il y a beaucoup de défauts. Est-ce que je vous conseille de la regarder? Oui, de toute façon si vous avez regardé la première et la 2e saison, vous allez regarder la 3e dans tous les cas. On va passer en spoiler parce que j'ai quelques trucs à dire en spoiler. Pour ceux qui n'ont pas vu la saison 3 de Squid Game, je vous invite à quitter la vidéo pour ne pas être spoilé. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner si jamais ce n'est pas fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine critique, et pour les autres, on spoil. Tourner l'été c'est une horreur, il fait chaud. J'ai parlé de l'épisode 2 tout à l'heure, donc l'épisode sur le cache-cache, c'est un épisode qui est tellement triste. Il est très très dur cet épisode là, parce que t'as Kim qui accouche pendant le jeu, donc ça veut dire qu'il y a un nouvel élément dans le jeu, cette fois-ci il y a un bébé qu'il va donc falloir protéger. Et à côté de ça tu vas avoir un autre personnage, donc le personnage qui a le numéro 120, qui va mourir sous les yeux de Yang et de Kim, sauf que ce mec là c'était aussi l'ex-petit ami de Kim, c'est un enfer les prénoms, j'arrête pas de les oublier. Et en plus de ça tu vas avoir le personnage de Seong qui suit un autre personnage qui en soi avait pris peur à la fin de la saison 2 lors de la mutinerie et qui a indirectement causé la mort de plusieurs alliés à Seong. Donc du coup Seong lui en veut, et lui aussi va être confronté à perdre ou pas son humanité en tuant du coup ce mec là. Donc il se passe plein de trucs pendant cet épisode, et en plus de ça, à la toute fin de l'épisode, tu vas avoir Park. Alors Park du coup c'est le fils de Yang, et il va devoir tuer quelqu'un parce qu'en fait il est dans l'équipe rouge, alors l'équipe rouge, donc il faut tuer du coup ceux qui sont dans l'équipe bleue qui eux doivent se cacher. Si à la fin du compteur tu n'as pas tué au moins une personne, t'es éliminé. Donc lui il doit absolument tuer quelqu'un, il reste très peu de temps, et il a envie de tuer la mère avec le bébé, Kim. Je suis désolé, c'est une horreur. Et juste avant qu'il la tue, Yang tue son fils. Et c'est dur, c'est très dur, j'avoue que j'ai laissé couler quelques larmes après parce que c'est pas facile. Ça fait très Squid Game en soi. Et ce qui me tue c'est que pour un mec qui avait pas envie de faire les saisons 2 et 3, c'est pas mal franchement.
C'est pas mal en termes de développement et de dramaturgie. Et du coup, il y a un bébé qui va être intégré au sein des jeux, ce qui est intéressant. Alors en plus, c'est hyper cruel, et ça va augmenter justement cet effet cruel, parce que ce bébé va être considéré comme un joueur. Il va prendre le numéro de sa mère, qui après malheureusement va mourir dans une scène qui est horrible. Il y a beaucoup de suicides, d'ailleurs j'en ai pas parlé en no spoil, mais il y a beaucoup de suicides. Faut savoir que la Corée du Sud, c'est un pays dans lequel il y a énormément de suicides. Je me demande si c'est pas une critique au suicide. Et bref, c'est vrai parce qu'il y a des personnages qui vont vouloir buter le bébé, parce que je vous rappelle qu'à chaque fois qu'il y a un mort, la cagnotte augmente. Et tu vas avoir, encore une fois, une déshumanisation qui va se créer pour certains personnages qui veulent buter le bébé. Et d'autres comme Seong qui par contre, lui, veut absolument le protéger. La scène de fin, d'ailleurs, est magnifique. Quand il reste plus que le bébé et lui, et qui décide de se suicider pour sauver le bébé, c'est absolument magnifique. Lui, il a un parcours qui est fou d'ailleurs, Seong. Parce que si tu réfléchis bien, Seong, dans toute la saison, tu vois pas sa fille, parce qu'il a une fille, hein. Dans toute la saison, tu vois pas sa fille avec qui il est en froid, malheureusement. À la fin de la saison, il meurt sans lui avoir parlé, sans s'être réconcilié avec elle. Mais quand tu réfléchis maintenant à toute la série, toutes les relations saines qu'il a eues, en fait, c'est pas des relations qu'il a eues dans la vie extérieure. C'est des relations qu'il a eues dans le jeu. C'est hyper triste. Et c'est ça aussi la grosse critique de notre vie. Cette vie qui est au final malhonnête. Je parle aussi des personnages qui recherchaient l'île, sauf que le problème, c'est que à la fin, c'est expédié. Ils arrivent sur l'île, il y a le frontman qui décide de faire exploser l'île, et c'est terminé. Le frontman n'a pas été arrêté, Squid Game, enfin l'île en soi, a été détruite, mais les soldats, ceux qui travaillent en tout cas dans le jeu, ne sont pas morts, ils sont pas fait arrêter, ça continue. Et d'ailleurs, la scène de fin, alors ça va faire débat ça. Hein. Oui, parce qu'en fait, à la fin, t'as le frontman qui va aux États-Unis et il croise Cate Blanchett. Vous savez qui joue là le recruteur. Vous savez le recruteur qu'on voit dans la saison 1 et 2. Elle joue exactement au même jeu que ce recruteur là. Ce qui tease au final le Squid Game US qu'on va avoir dans quelques années. Le Squid Game US avec Cate Blanchett qui va jouer dedans, réalisé ou créé, je sais pas, scénarisé, je sais pas trop ce qu'il va faire, mais en tout cas, créé par David Fincher. Mais lui, il faut qu'il arrête sa carrière. Il faut qu'il arrête le massacre. Parce que, je vous rappelle, David Fincher, c'est le mec qui a réalisé des trucs comme Seven, comme Gone Girl, comme Fight Club, qui récemment a réalisé d'autres films qui sont mais beaucoup moins bien, comme ce qu'on a eu avec Monk, ou Mank, je sais plus comment ça s'appelle, et surtout The Killer, qui était chiant. Quand tu te dis que le mec continue du coup à travailler chez Netflix et va produire le nouveau Squid Game US, ça donne pas du tout envie, quoi. Donc on verra ce qu'ils vont faire, mais... franchement, j'attends pas du tout Squid Game version US, quoi. Mais bref, je crois que j'ai tout dit. Il y a un Deus Ex Machina de merde. Il y a un Deus Ex Machina de merde qui m'a saoulé. Parce qu'il y a un joueur qui a réussi à s'échapper, qui est en mer, qui se fait traquer par les soldats, qui est sur le point de se faire crever. Il faut savoir qu'on est en pleine mer et qu'il y a du brouillard absolument partout. Et il y a le frère du frontman qui va popper tout d'un coup et qui va tuer les soldats, qui va lui sauver la vie. Si ça c'est pas une facilité scénaristique, c'est quoi alors? Vous avez compris, je trouve que c'est mitigé. Je suis très mitigé. J'ai passé un bon moment, mais je pense que je passerai toujours des bons moments devant Squid Game parce que le côté cruel, le côté attache au personnage, ça fonctionne. Moi, quand je regarde une série, ce que j'aime bien, c'est le développement de personnages et c'est réussi, même dans cette saison 3 de Squid Game. Moins bien que dans la première, mais ça fait le taf. Au final, Squid Game restera culte, ça a quand même lancé une franchise, parce que oui, on a eu ces 3 saisons version coréenne, mais on va avoir d'autres séries, la version US, et peut-être qu'on va en avoir d'autres après, on sait pas. Dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez trouvé ça utile, est-ce que vous avez aimé les saisons 2 et 3 ? Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle critique.